Bonjour à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo de ce journal de campagne qui va nous accompagner tout au long des mois à venir jusqu'à l'élection présidentielle. Bien sûr, on va traiter du débat des candidats de la droite, des républicains au Congrès. Donc, des choses très intéressantes qui sont dites. Mais avant cela, j'aimerais qu'on traite d'un sujet, qu'on parle d'un sujet qui a aussi été donc au menu de débat, mais qui a aussi été au menu de la COP26, c'est le nucléaire et son retour en grâce. Bon, avant de rentrer dans le dur du débat des Républicains, j'aimerais vous faire part d'une certaine joie. En fait, c'est le consensus politique qui s'est mis en place autour de l'énergie nucléaire. Je pense que ça y est, les Français, les décideurs politiques ont enfin été très terre à terre. Qu'est-ce qu'est l'ennemi pour faire du climat? C'est le CO2. Comment on fait justement pour décarboner notre pays, notre économie, notre mobilité? C'est l'électricité. La France a une carte maîtresse qui s'appelle le nucléaire. Autant jouer cette carte. C'est notre indépendance industrielle, c'est notre indépendance énergétique. Voilà, c'est vraiment ce qu'on fait de mieux sur le territoire. C'est la fin de l'éolien, ça j'espère, parce que je vous l'ai dit plusieurs fois, l'éolien c'est pas notre industrie, c'est pas notre économie, on favorise d'autres pays. Et en plus ça pourrit nos campagnes et ça crée des tensions très fortes entre métropole et monde rural, qui n'a pas envie de sacrifier sa qualité de vie pour le confort électrique des métropoles. Donc ça, il faut vraiment en être conscient. Ça a aussi un peu le retour du solaire, parce que ça, sur les toits, on peut en mettre tous, et ça ne gêne pas. Sur le toit d'un centre logistique, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, donc je suis assez content. Ça permet aussi le développement d'une énergie pas chère, ce qui est important maintenant. C'est aussi le débat de l'indexation du prix de l'électricité sur le gaz, mais ça, c'est un autre sujet. C'est aussi une capacité de production électrique très forte pour faire l'hydrogène vert par électrolyse, donc c'est aussi une capacité industrielle nouvelle pour la France. Donc voilà, moi je vois que des bonnes choses. C'est aussi plus politiquement la fin de la panique Greta Thunberg, c'est cette période qu'on a passée où c'était l'urgence, c'est comment osions-nous gâcher la vie des enfants, mais il n'y avait pas de solution réellement, il y avait une panique, et derrière il y avait toute une petite musique anticapitaliste, décroissante qui se mettait en place, et qui favorisait d'ailleurs les écologistes. Aujourd'hui, ils sont assez isolés sur ce sujet-là. C'est vraiment devenu un sujet d'extrême gauche, l'antinucléaire. C'est basé sur des choses qui ne sont pas scientifiques, qui ne sont pas rationnelles, vraiment, ni pragmatiques. Je vous l'ai déjà expliqué. L'opposition, elle est sur la bombe nucléaire et il en découle une opposition à l'énergie civile, voilà, donc il faut vraiment pas oublier ça. Mais voilà, c'est plutôt la bonne nouvelle pour moi. Et puis on l'a vu dans le débat, donc on va commencer de suite à parler de cette soirée qu'on a passée ensemble. Alors on a eu donc le premier débat des Républicains pour le Congrès, donc avec nos 5 candidats. Ça a été long, j'ai trouvé que c'était un peu long. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti, d'ailleurs est-ce que vous avez tenu jusqu'au bout, parce que ça finit très tard. Il y a des sujets qui sont apparus. Alors, la première chose moi qui m'a sauté aux yeux, c'est la volonté de rassemblement. Il n'y a pas de grosses dissensions politiques, de vision vraiment très éloignées les uns des autres. Il y a quand même une certaine cohérence, on reste dans la même famille politique, c'est encore cohérent. Mais voilà, c'est ce côté, c'est une volonté de rassemblement. Alors, le rassemblement était très fort chez Michel Barnier, parce que bon, c'est évident qu'il est aujourd'hui dans une position de favori, d'où les attaques de Bertrand et de Pécresse à son encontre, qui étaient assez vives, assez piquantes. Ça a mis un peu de piment à la chose. Voilà, donc c'est moi, premier constat, c'est cette volonté d'unité qui est une bonne chose parce qu'on a eu très peur. Ça aurait pu ne pas se produire. Donc ça, c'est le bon point. Le second sujet, alors moi, il y a un sujet qui m'a un peu estomaqué, c'est sur les fonctionnaires, sur la diminution du nombre de fonctionnaires. Je trouve que ça fait très 2007. Il y a 3 fonctions publiques, donc la fonction publique d'État, l'hospitalière et la territoriale. Aujourd'hui, on constate clairement qu'il manque des policiers, qu'il manque des militaires, et on a un problème aujourd'hui, par exemple, on sait que dans la marine nationale, pour affronter la problématique chinoise, dans la zone Indo-Pacifique, on manque de frégates de premier rang. Une frégate de premier rang, c'est 150, ça est 130 hommes d'équipage, plus des commandos dessus. En gros, une logistique autour d'une frégate, c'est 300 militaires. Il en faudrait, je crois, 5 à 6 supplémentaires par rapport à ce qu'on a. Donc ça fait du monde. La police, on sait qu'il manque du monde. La gendarmerie, il manque du monde. Donc on n'est pas réellement dans le trop de fonctionnaires. On est dans un nombre de fonctionnaires qui n'est pas au bon endroit. Et on a vu avec Sarkozy que la suppression d'un fonctionnaire sur 2 qui partait à la retraite, ça ne réglait pas le problème de où étaient mis les fonctionnaires. C'est-à-dire même ça crée des problèmes au niveau des forces de police, on l'a vu.
Ça, c'est un constat historique qu'aujourd'hui on fait. Ça a peut-être été une erreur, c'était bien de le faire, de lancer ce mouvement en alertant sur ce problème, mais peut-être qu'on n'a pas eu les conséquences qu'on espérait avoir. Donc voilà, moi je me dis, on a des problèmes dans l'hospitalière, c'est qu'on a 35% de gens qui sont dans l'administration, on a besoin d'infirmiers. Si on supprime un poste d'administration, ça va créer pour créer un infirmier, on est sur un delta de 0. Donc, est-ce qu'on est sur une suppression de 200, de 250 000, de 300 000 fonctionnaires sur un mandat? Cette course à l'échalote me paraissait être très, très 2007. Voilà, essayons plutôt de mettre les gens au bon endroit, plutôt que de chercher à supprimer des postes à l'aveugle. Voilà, c'est pour ça que je disais que quand j'entendais Bertrand et Pécresse, j'étais vraiment dans cette course à l'échalote. Ça me donnait cette impression, voilà, on est resté bloqué à une époque, on n'a pas vu les évolutions, les problématiques qu'il y avait aujourd'hui. C'est pas forcément d'ailleurs la fonction publique d'État qui pose problème, c'est peut-être la fonction publique territoriale. On voit par exemple à Lyon le nombre de créations de postes qu'il y a à la métropole par la nouvelle majorité écologiste qui crée des postes à foison. Alors c'est des contractuels bien sûr qui sont sur des CDD, qui ne sont pas protégés par le statut. Mais voilà, donc il y a cette question-là et j'ai trouvé que c'était pas le bon angle du débat. On parlait pas de où les mettre comme il faut, où fallait mettre des fonctionnaires et où il fallait en enlever, mais plutôt de couper des tranches-nez. Et voilà, c'était un peu la politique du rabot. Alors, il y a un sujet aussi où il y a un consensus réellement des Républicains, c'est l'immigration. Ils ont tous les mêmes objectifs, la même finalité, les mêmes méthodes. Il y a le référendum qui arrive à chaque fois parce que ça permet d'imposer la volonté populaire au droit. Il y a juste une différence sur la méthode. Alors là, je suis assez en colère après Michel Barnier parce que là, lui, il a une bonne idée. Il a compris comment fallait y faire, il a la bonne méthode, parce que la différence est sur la méthode. Vous savez, la méthode qui est de dire, moi, président, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais passer des décrets, ça va filer droit, ça va filer droit dans le mur de la justice, parce que le droit constitutionnel, la jurisprudence va invalider toutes ces décisions de suspension, de suppression de l'immigration, de ce qu'ils veulent supprimer, voilà, du rassemblement familial et compagnie. On va se faire allumer, les associations vont débarquer dans la brèche, la CEDH va arriver pour nous condamner, et ça sera le merdier, et on ne sera pas arrivé au bout. Donc, ce qu'il faut absolument éviter, c'est le désordre, et c'est de pouvoir bien poser les pions. Et le moratoire, c'est ça, c'est la solution, parce que il y a l'exemple de Schengen, la suspension de Schengen, ça a permis justement, ça a été autorisé par le droit, parce que c'était temporaire, que c'était dans une situation bien particulière, et cette jurisprudence permet de dire, écoutez, on est dans une situation compliquée sur l'immigration. En plus, vous voyez ce qui arrive sur la frontière polonaise aujourd'hui, où l'immigration est une arme de guerre, la Biélorussie qui importe des migrants pour les balancer dans l'Europe pour nous déstabiliser. Il ne faut pas être dupe de ça. Donc ça permet de temporiser, de suspendre, de faire passer les choses. Donc on suspend le rassemblement familial, on suspend l'immigration de travail, etc. pendant X mois. De construire les propositions, de faire passer le référendum, puis une fois que le référendum est voté, la volonté du peuple s'imposant, le moratoire tombe, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre du temps, et puis la loi se fait à nous à place et c'est parti. Donc il a été malin, mais c'est mal expliqué, et ça m'énerve parce que il faut être efficace. Moi ce que je veux, c'est qu'on a un but et qu'on arrive à ce but qui est vraiment la remise à plat de l'immigration en France et la fin du déferlement sur nos frontières et puis les conséquences que ça a dans nos sociétés, on n'arrive plus à assimiler. Donc on est sur quelque chose qui est très compliqué et qui est plus désiré par les Français, qui d'ailleurs n'est pas désirable d'ailleurs. Donc voilà, je suis assez en colère là-dessus. Bon, comme vous savez, je suis toujours un peu taquin, ça fait partie de mes défauts. Alors on va donner quelques palmes sur cette prestation ces prestations-là d'hier à certains de nos candidats. Alors, je pourrais donner la palme du produit de l'année, je serais tenté de dire, c'est Xavier Bertrand. Trop de marketing, le marketing, c'est très rare. Chaque prise de parole est très marketée. Vous avez la punchline qui accroche, le développement, et puis on finit avec la promesse du produit de tête de gondole, comme quoi c'est le meilleur et le meilleur rapport qualité-prix. Voilà, moi j'étais un peu interpellé par ça. La politique, c'est pas de l'épicerie. Mais bon sang, ça manque de sincérité, tout ça, ça manque d'humain. Quand on parle souvent, il faut briser l'armure. Là, il y a du travail à faire, il y a du marketing à enlever. Donc voilà. Moi, j'aimerais bien, voilà, là, je vais être encore un peu taquin, la palme de Papa Ours. Donc Papa Ours, pour moi, c'est Michel Barnier. Il est dans le consensus, Michel, voilà, il veut pas non plus, il veut rassembler. Il est très posé, il a une expérience qui est longue.
Et ça joue sur sa personnalité. Voilà, vous voyez, c'est pas quelqu'un. On va pas, c'est pas le héros à la tête du régiment de cavalerie qui cherche dans la plaine. Hein, ça on a compris, c'est pas son personnage. C'est quelqu'un qui est très rassurant, qui est un bon gestionnaire, un bon père de famille, qui c'est le marcheur hein, qui attaque la montagne, pas un pied après l'autre, sans se presser parce qu'on sait que la route est longue. Voilà, donc c'est son personnage. Alors ça peut déplaire, hein, après moi je vous le dis, hein, c'est un Savoyard, c'est un gars qui va monter tranquillement sa montagne et puis par contre il arrivera au bout. Il a dit tout au long, je ne promettrai pas ce que je ne peux pas faire, alors, ce qui fait que des fois bah, c'est moins excitant, hein, voilà. C'est très posé, c'est un peu plan-plan, je serais tenté de dire. Mais bon, au moins, c'est ce qu'on appelle une valeur sûre. On sait où on va et puis on sait à quoi s'attendre. Et le produit, il n'est pas marketé là. Il faudrait peut-être un peu le marketer d'ailleurs, parce que ça le rendrait un peu plus sexy. Mais voilà, donc la pomme de Papa Ours pour Michel Barnier. J'espère qu'il m'en voudra pas. Mais voilà, c'est tranquille quoi. Il y a le candidat, alors je savais pas comment l'appeler. Voilà, la pomme de bouton rouge sur fil rouge sur bouton rouge et fil bleu sur bouton bleu. C'est Éric Ciotti. Alors c'est le candidat de la rupture. Hier, il a tout fait péter. Il a fait péter la fiscalité française avec la flat tax, la suppression de la succession, etc. Donc il y a de quoi faire tuer Mélenchon d'un seul coup. Hein. Il lit ça dans la presse, il meurt. Voilà, c'est lui qui renverse la table sur des choses assez intéressantes. Hein, mais c'est vrai que fiscalement, moi, il m'a impressionné. Il détruit les régions. Enfin voilà, il pète tout, il en refait. Voilà, donc c'est le candidat de l'explosion, de la rupture. Alors, ça plaît, hein, on va pas se mentir, parce qu'il se fait plaisir. On a dit, oui, comme il sait qu'il n'a pas gagné, il y va. Ouais, mais par contre, ça apporte des choses, parce que c'était rafraîchissant, c'était structuré aussi. Et je pense que ça peut aussi faire du bien à Papa Ours d'avoir un gars qui arrive derrière, qui dit, moi je vais tout casser, Papa Ours calme, on organise et puis on avance. Voilà. Et puis on va finir donc, avec la palme de... J'ai pas tout compris et ça m'inquiète. C'est Valérie Pécresse sur les éoliennes. Alors, on a des gens qui, comme Xavier Bertrand, ont décidé d'en faire un produit d'appel, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un marqueur très fort pour lui, son anti-éolien est ancré, radical, voilà, c'est vraiment... il monte les gros bras là-dessus. Vous avez une vision beaucoup plus, Papa Ours, de Michel Barnier qui dit, bon, écoutez, moi je suis contre, mais s'il y a des communes qui ont envie, bah, faudra qu'on en parle, que les EPI s'organisent, les habitants, faudra consulter. En gros, on n'empêche pas les gens qui veulent en faire du moment où voilà, il y a un consensus dessus. Et vous avez Valérie Pécresse qui, moi, m'a donné l'impression de dire on va en faire, et puis s'il y a une forte opposition, voilà, on reculera, mais si on va être quand même proactif sur le sujet. Elle est quand même sur le mix énergétique, 50% énergie renouvelable, 50% nucléaire, alors qu'on pourrait aller beaucoup plus haut sur le nucléaire, qui, je vous rappelle, est une énergie pilotable, contrairement à nos amis des énergies renouvelables, qui en plus, même si vous en produisez trop d'énergie nucléaire, vous faites de l'hydrogène et vous l'exportez. J'ai vu que la Belgique voulait importer de Tanzanie, non pas de Namibie, voilà, son hydrogène vert, donc vous voyez, on pourrait peut-être leur en vendre nous. Voilà, donc Valérie Pécresse, là-dessus, elle n'est pas claire. Va falloir peut-être qu'on lui pose plus la question, mais moi, elle m'interroge parce que j'ai pas l'impression qu'elle soit anti-éolienne. Bon, enfin voilà, c'était un peu le ressenti que j'ai eu de ce débat. On se reverra pour le prochain débat. Et puis j'en profite pour passer un petit bonjour aux très nombreux gens qui adhèrent aux Républicains en ce moment. J'avoue que sur la circonscription, c'est assez impressionnant. Écoutez, soyez les bienvenus. J'espère que vous n'êtes pas là juste pour vous donner un vote, que vous êtes là pour nous accompagner durant cette aventure. Et puis même après. Et puis à très bientôt. J'espère qu'on se verra en vrai.